Bonjour à tous, bienvenue dans Face aux syndicats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc Guillemin, président du GES, le groupement des entreprises de sécurité privée, également président de Securitas France. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'Agnews Sécurité. Je le rappelle, le GES, c'est la première organisation patronale de la filière de la prévention et sécurité privée. Depuis quand existe le GES très exactement et combien ça représente d'entreprises et de salariés ? Alors le GES existe depuis 2 ans, né de la fusion des 2 anciens grands syndicats, l'USP et le SNES. Aujourd'hui, c'est presque 200 adhérents et ça représente 80 000 agents de sécurité en France. D'accord. Et ça représente toute taille d'entreprise ? Alors il y a toutes les tailles d'entreprises, de toutes petites entreprises, des moyennes, des grandes, parmi les plus grandes. Et en fait, l'organisation du GES, au sein de son conseil d'administration, nous avons 3 collèges pour assurer une représentation équivalente des petites entreprises, des moyennes entreprises et des grandes. Super. Alors, vous avez 3 principales missions au sein du GES. C'est défendre la branche, faire évoluer le secteur et promouvoir, bien évidemment, la sécurité privée. Et quelles sont les actions qui sont menées, justement, pour défendre cette branche ? Alors, la première action que l'on mène, elle est de revaloriser en fait les métiers de la branche. D'accord. Ça c'est important. Aujourd'hui, on fait face à une pénurie d'agents de sécurité. On a du mal à recruter. Oui. On dit en permanence qu'il manque à peu près 20 000 agents de sécurité en France en permanence pour remplir toutes les missions qui nous sont confiées. D'accord. La raison est assez simple. Au fond, on est sur des rémunérations très peu attractives. Avec des entreprises qui souffrent aussi parce qu'elles sont face à des acheteurs qui serrent les prix de plus en plus. Et clairement, on fait face à une guerre des prix sur ce marché. Pour sortir de ce cycle, l'idée et l'action du GES, c'est de commencer par valoriser les compétences, les métiers, et rendre les métiers de sécurité privée plus attractifs, certainement avec des rémunérations plus importantes. C'est tout l'enjeu des négociations qu'on a démarrées depuis maintenant quelques mois avec les partenaires sociaux, qui vont encore prendre quelques mois. Mais l'enjeu, c'est d'aboutir avec des classifications qui valorisent mieux les compétences, donc sortir de nos métiers repères actuels pour mieux valoriser certaines compétences spécifiques. Le premier exemple, le plus classique, c'est l'anglais. Aujourd'hui, c'est une compétence qui n'est pas valorisée dans nos prix et par les acheteurs de sécurité privée, alors que c'est une vraie compétence qui est développée par certains agents et qu'il faudrait mettre en avant. Donc on va essayer de trouver un système de classification qui permette de mettre en valeur ces compétences. En parallèle, on veut évidemment renégocier avec nos partenaires sociaux les salaires de la branche, pour rendre notamment les salaires d'entrée dans le métier plus attractifs. Et enfin, accompagner ça avec aussi une refonte des formations et des certifications de ces formations pour que tout ça soit cohérent et que nos donneurs d'ordre, les acheteurs en sécurité, y trouvent leur compte également, parce que si on vient avec des prix plus élevés, il faudra que les compétences et la qualité soient plus élevées. Et vous avez raison de rappeler, parce que ce salaire horaire d'un agent, c'est compliqué, et c'est effectivement pas très attractif, surtout pour les jeunes qui arrivent sur le marché. Il est pour le moment en dessous de celui d'un agent d'entretien. Donc c'est un travail de longue haleine. Est-ce que ça avance dans le bon sens ? On en parle depuis longtemps, cette revalorisation salariale. Alors bien évidemment, c'est lié aussi à la formation, vous le dites à l'instant. Tout ça, ça ne peut faire qu'un seul. Voilà. C'est un tout, et on ne peut pas mener en séquence ces différents sujets, il faut les mener groupés. Donc les discussions sur les classifications avancent bien avec les partenaires sociaux. Quand les contours de cette classification seront terminés, on pourra vraiment s'engager dans la partie que tout le monde attend, sur la négociation des salaires. Bien sûr. Et j'espère que nous aboutirons d'ici début 2022. D'accord. Quand on dit promouvoir la sécurité privée, ça correspond à quoi ? C'est auprès justement du secteur, ça va au-delà ? Alors je crois qu'il faut le promouvoir un peu sur tous les axes. Il faut attirer des jeunes dans notre profession. Bien sûr. Clairement, on est sur un métier qui n'attire pas grand monde. Il y a le salaire, mais pas que. Les missions, les conditions de travail, tout ça, ça compte aujourd'hui. Donc il faut qu'on attire ces jeunes. Et là aussi, on essaye d'investir sur l'alternance et la formation en apprentissage pour attirer des jeunes dans nos métiers. Aujourd'hui, on est confronté à quelques problèmes de régulation. Et il faut qu'on assouplisse ces règles pour pouvoir faciliter l'apprentissage et l'alternance dans les métiers de sécurité privée pour attirer ces jeunes. Il faut qu'on renforce nos liens avec l'État, le ministère de l'Intérieur également. On a des enjeux très forts. On parle beaucoup de continuum de sécurité. Alors ça veut dire beaucoup de choses. On va en parler. Tout le monde en parle. Ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment un lien de confiance à rétablir. Oui. Je crois qu'on est une profession où
peut-être de par nos discords historiques, on n'a pas donné une très belle image au pouvoir public. Il faut vraiment essayer de parler de façon plus unie, pousser les éléments qui nous semblent importants pour faire avancer la profession, monter en gamme, comme on dit. Et je pense que dans ces conditions-là, l'État sera enclin à nous confier plus de missions. Bien sûr. Soulager les forces publiques. Exactement. Sur des missions où je pense que nos agents de sécurité privée ont la capacité de remplir. Voilà, c'est tout ce travail-là qu'on doit faire. Mais vraiment, la première étape, c'est renouer un dialogue et de la confiance avec les représentants de l'État, notamment au ministère de l'Intérieur. Quand vous disiez à l'instant promouvoir aussi auprès des jeunes, est-ce que c'est aussi auprès des femmes? Parce que c'est un métier où il y a finalement peu de femmes. De temps en temps, on voit dans la presse qu'effectivement, il y en a de plus en plus qui s'engagent. On est encore loin du compte. Est-ce qu'il y a une démarche qui est faite là-dessus? Parce que c'est un métier qui peut tout à fait correspondre aux femmes. Absolument. Contrairement à l'image populaire. Absolument. Je crois que les entreprises s'engagent et le GES doit suivre le mouvement pour essayer de faciliter le travail des femmes dans cette profession et faire en sorte qu'elles viennent rejoindre les effectifs de sécurité privée. Alors sur certains pans du métier, de par des obligations réglementaires, on a une parité. Si vous prenez par exemple la sûreté aéroportuaire, vous avez une parfaite parité, puisque pour faire tout ce qui est palpation de sécurité, il faut les équivalents. Mais en dehors de ces contraintes réglementaires, finalement, on voit un déséquilibre encore très fort. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là, et c'est un axe sur lequel on doit avancer. Alors, promouvoir la sécurité privée, j'imagine que c'est aussi le cadre de votre Tour de France des régions que vous avez lancé. C'est une des actions. Le premier rendez-vous a eu lieu à Rennes. En quoi consiste ce tour, très exactement? Alors, l'idée de ce Tour de France qu'on a eu au GES, c'est essayer de concrétiser un peu ce que peut être le continuum de sécurité et en même temps aller à la rencontre de nos adhérents au GES, mais aussi des entreprises de sécurité qui sont dans les régions, pas forcément adhérentes du GES, et qui sont face à des enjeux, des questionnements sur la réglementation, sur l'attractivité du secteur, sur les métiers de sécurité privée. Et donc l'idée, c'est autour de 6 dates, faire un Tour de France, et à chaque date, on reçoit, en fait, on essaye d'instaurer un dialogue entre les forces de gendarmerie, le CNAPS, oui, parce que vous avez et les invités. entreprises, absolument, à travers des tables rondes, des échanges, puisque au-delà des discours, c'est aussi un lieu d'échange, et on essaye de privilégier ça au sein de ces matinées, pour qu'il y ait du dialogue, et peut-être mieux comprendre, notamment pour les entreprises et les chefs d'entreprise de sécurité privée, qui sont régulièrement contrôlés par le CNAPS. Il y a toujours des interrogations sur j'ai l'impression de bien respecter les règles, et pourtant, lors du contrôle, on m'a reproché ça. C'est aussi important. Et je crois que le CNAPS a aussi un rôle de conseil, et c'est l'occasion pour eux de délivrer ces conseils dans un cadre peut-être un peu moins formel qu'un contrôle qui est évidemment très strict. Donc c'est un peu l'idée du Tour de France. Donc on a commencé à Rennes, nous étions à peu près 40, donc on est très contents, et on continue très bientôt à Lille. Marseille, Metz, Bordeaux, Lyon. Si vous voulez voir les dates exactes, vous allez sur le site du GES, c'est affiché. Et la date de Marseille, j'en profite, elle sera un peu spéciale, puisqu'à Marseille en septembre, nous organisons notre congrès. On n'a pas pu le faire l'an dernier pour cause de crise sanitaire. Bien sûr. Le dernier était donc daté de 2019, et donc nous aurons notre prochain congrès le 16 et 17 septembre à Marseille. The place to be. Voilà. Alors, vos vœux au GES sont aussi de réguler le marché de la sécurité. Dans ce chapitre, comment on peut limiter la sous-traitance, qui est aussi un des points un peu épineux de ce secteur? Là, on s'attaque aux problèmes économiques de notre secteur, où chaque année, quand on regarde toutes les cartographies qui sont faites du secteur, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'entreprises. C'est une caractéristique très spécifique du marché français. 3500 entreprises, près de 8000 auto-entrepreneurs sur le marché de la sécurité privée. Et à la fois, la rentabilité des entreprises est très faible. Et ces chiffres étaient avant la crise, ce qui n'a pas arrangé les choses. Aujourd'hui, il faut qu'on régule. Il y a beaucoup d'acteurs qui font très bien le métier. Et ce sont de très bonnes entreprises, et ce n'est pas forcément les grands ou les petits. Il y en a dans toutes les catégories. Mais il y a quelques vilains petits canards. On a quelques acteurs qui ne respectent pas, ne serait-ce que la législation française sur le paiement normal des charges sociales. Alors comment on peut agir sur eux? Et on voit aussi des phénomènes de sous-traitance en cascade. Et là, la nouvelle loi, elle a enfin cranté un premier dispositif. On est quand même, alors même si je sais que le GES
a défendu des positions encore plus fortes sur cette limitation de la sous-traitance. Il est quand même très bien de constater que le législateur a suivi et qu'aujourd'hui, on va pouvoir mettre en œuvre une limitation à 2 rangs de la sous-traitance. D'accord. Ce qui est déjà une belle avancée quand on voit quelquefois des cascades de sous-traitance à 6, 7, 8 rangs. Et au bout de la chaîne, finalement, des agents pour qui les charges sociales ne sont même pas payées à l'État. Et qui sont dans des conditions de précarité quand même assez inquiétantes. Le GES ne souhaitait quoi ? Qu'un rang seulement ? On souhaitait un rang et une limitation sur un taux de sous-traitance qui soit un peu plus strict. Voilà, on pense qu'au-delà de 20%, 20-25% de sous-traitance, ça commence à faire beaucoup sur un compte de résultat d'une entreprise de sécurité. Voilà, les donneurs d'ordre choisissent une entreprise parce qu'elle a des hommes et des femmes capables de remplir les missions de sécurité qui lui sont confiées. Comment peut-on s'engager là-dessus quand on va sous-traiter 5, 6, 7 fois le marché ? Ça pose question. Tous vos adhérents vous suivent là-dessus ? Absolument. Ouais. Il y a un consensus très fort, et je crois bien au-delà du GES d'ailleurs, sur la réduction de la cascade de sous-traitance. Je pense que c'était vraiment... il fallait assainir. Quand on sonde tous les acteurs qui s'expriment sur le marché, je crois qu'il y avait un consensus très fort sur cette mesure-là. D'accord. Alors sur un côté pratique, j'ai vu, ça m'a amusé, que vous souhaitiez mettre en place une tenue plus uniforme, un uniforme plus uniforme qu'actuellement. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de reconnaître un agent de sécurité dans la rue. Aujourd'hui, on reconnaît très très bien les gendarmes, les policiers nationaux, municipaux. D'accord. On reconnaît moins bien les pompiers. Quelquefois, il y a confusion. D'accord. Chez certains donneurs d'ordre, il y a confusion sur est-ce que c'est un agent de sécurité ? Est-ce qu'il a une vraie tenue d'agent de sécurité ? Ou est-ce qu'il a finalement tellement la tenue du client chez qui il rend service qu'on ne se rend même plus compte que c'est un agent de sécurité. Et des fois, on le confond avec d'autres fonctions de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions. Voilà, donc il y a nécessité, je pense, de standardiser un petit peu et rendre plus visible cette profession d'agent de sécurité à travers certains dispositifs qui seraient sur l'uniforme. Alors, on ne va pas empêcher les entreprises de se différencier. Il faut quand même que la concurrence s'exerce aussi sur les marques, etc. Donc, mais voilà, avoir un uniforme qui permette au grand public de se dire « Tiens, je suis face à un agent de sécurité ». D'accord. Voilà. Et quand on a des grosses entreprises françaises ou étrangères d'ailleurs qui ont leurs propres écoles de sécurité et qui donc ont des uniformes qui sont proches de la marque, c'est compliqué d'avoir, s'il y a un uniforme qui est le même pour tout le monde, eux ne se différencient pas. Alors, je pense qu'on laissera toujours les entreprises mettre une certaine touche de personnalisation sur ces uniformes, au moins les logos, la marque, le nom de l'entreprise. Mais qu'on reste sur un... De manière à différencier les acteurs. Mais que voilà, cet uniforme, il permet d'être reconnu, comme aujourd'hui, tout le monde reconnaît dans la rue un gendarme et un policier. Tout à fait. Alors, vous nous en parliez tout à l'heure, chapitre qui nous concerne tous. Le continuum est-il un serpent de mer ? Afin que la sécurité privée soit un acteur fort de la sécurité globale. Pour cela, vous souhaitez, au sein du GES, entre autres, inscrire la détection cynophile d'explosifs et la sécurité incendie dans le livre 6 du Code de la sécurité intérieure. Absolument. Alors, mission à moitié remplie, puisque la nouvelle loi qui vient d'être votée prévoit l'intégration des chiens cyno explos dans le livre 6. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il reste maintenant à discuter des textes d'application pour trouver une réglementation qui est évidemment spécifique à cette activité et qui permette de l'exercer dans de bonnes conditions et que ça devienne une véritable activité au sein du secteur. Quant à la sécurité incendie, ça reste un peu une déception issue de cette loi, parce qu'on espérait que la loi acterait tout de suite l'intégration des agents de sécurité incendie dans le livre 6. On a franchi un pas. Il y a un rapport d'opportunité qui a 18 mois pour être produit, pour évaluer l'intégration de cette sécurité incendie dans le livre 6. Nous, on y est très favorable. On trouve quand même pas très normal que l'ensemble des agents de sécurité qui sont sur des sites sensibles, un centre commercial aujourd'hui en matière de risque terroriste, c'est sensible. Eux vont faire l'objet d'une enquête de moralité. Les agents de sécurité incendie, non. C'est ça. C'est quand même étonnant. Étonnant que ça ne soit pas passé. Supprimer l'agrément palpation pour les manifestations culturelles, sportives et récréatives. Pourquoi ? Là aussi, c'est fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la formation standard de tout agent de sécurité, dans les 175 heures de départ, c'est la base. Il y a cette formation, elle est incluse, donc il n'y a pas besoin de faire un agrément spécifique.
Et si vous voulez, pour aller plus loin, l'idée que l'on a au GES et qu'on essaye de défendre, c'est aussi une idée de simplification. On commence à avoir beaucoup de cartes professionnelles différentes. C'est un peu compliqué tout ça. Il y a des agents qui se retrouvent avec pas la bonne carte, plusieurs cartes. Il serait peut-être plus simple d'avoir une seule carte et puis de faire un peu confiance aux entreprises et aux organismes de formation pour s'assurer que les bonnes compétences, les gens sont formés, les agents sont formés sur les bonnes compétences en fonction des missions qu'ils exercent. Un socle peut-être commun et ensuite un seul accès à une carte. Une seule carte qui assure la vérification de la moralité des agents. Et puis, laissons à l'État la capacité de contrôler que les formations ont bien été dispensées, que le niveau de compétence de l'agent est le bon. Et alors, dernier point qui est intéressant, c'est clarifier l'usage des caméras portatives pour les agents de sécurité et rendre possible la reconnaissance faciale en matière de vidéosurveillance et vidéoprotection. Là, on en est encore un peu loin. Là, on en est... c'est encore un peu loin. Alors, il y a eu beaucoup de débats. Il y a un travail législatif à faire, là. Absolument. Entre l'hiver et le printemps, il y a eu des débats. Oui. Voilà, il y a encore beaucoup, je pense, de freins dans la population française pour avancer sur ces sujets de reconnaissance faciale. Les technologies sont là, elles sont disponibles. Voilà, il faut qu'on fasse attention et que je pense qu'on travaille encore sur la protection des données, l'exploitation des données qui seraient faites via ces technologies. Voilà, il faut, je crois, rassurer le législateur, la CNIL évidemment, et le grand public. Fixer des règles d'usage et petit à petit, je pense qu'on arrivera à cet objectif. Ça va prendre encore un peu de temps. Ça prendra un peu de temps. Est-ce qu'on a des chances de faire une belle avancée d'ici les JO de 2024, vous pensez, ou ça va être juste? Alors, maintenant, les forces de l'ordre public vont être équipées de caméras piétons. Exact. Donc, il y a eu des expérimentations qui ont été faites. Elles ont été plutôt très positives. Ouais. Donc, on va voir comment ça se passe déjà avec les forces de l'ordre public. J'espère qu'on pourra... peut-être se calquer. Voilà. Côté sécurité privée, emboîter le pas et suivre. On serait ravis de pouvoir avoir ces dispositifs avant les échéances de 2024. Oui, bien sûr. Alors, d'après une étude Kantar Public, commandée justement par le GES récemment, en mars 2021, pour s'occuper des questions de sécurité, les Français font confiance avant tout, d'abord aux collectivités locales pour 76%, et aux sociétés de sécurité privées pour 62%, bien plus qu'au gouvernement, 47%, et au Parlement, 42%. De vos récents échanges avec les pouvoirs publics, est-ce que vous sentez qu'il y a une réelle prise de conscience de leur part pour faire de la sécurité privée justement un atout supplémentaire? Jusque-là, on n'avait pas vraiment cette impression-là. Est-ce que ça avance? Comme je suis quelqu'un d'optimiste, je pense que ça avance. Et dans les dialogues que l'on a régulièrement avec les différentes composantes du ministère de l'Intérieur notamment, on voit qu'il y a des avancées. Après, il y a des freins parce qu'il y a une histoire et que notre profession, notamment parce qu'elle ne parle pas d'une voix très unie aujourd'hui encore, et qu'il y a des voix différentes qui s'expriment. Voilà, l'État a du mal à se dire mais quelle est la volonté finalement du secteur et comment nouer des partenariats plus forts. Et comment avancer? Donc, je pense que de notre côté, on doit absolument s'unir pour porter un message. Je pense que ça, c'est la responsabilité des organisations patronales du secteur. D'accord. Et puis, il faut poursuivre ce dialogue. On avance. C'est un peu lent, mais je crois qu'il y a une prise de conscience. Alors, on l'a vu à travers ce sondage. Les Français sont bien plus en avance que le ministère sur cette perception. Voilà, ils voient les sondages, ministère on leur a donné. On leur a donné. Mais voilà, la dernière crise sanitaire est un exemple un peu désolant de notre point de vue. Voilà, on a parlé beaucoup des professions de la seconde ligne. Il a fallu un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, avant que la sécurité privée soit citée. Alors à juste titre, on a parlé des infirmières et des médecins. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans les remerciements tout en haut de l'État, on n'a jamais parlé des agents de sécurité qui étaient au front dès le début. Dans toutes les entreprises de sécurité, les agents étaient sur le terrain, bien sûr, avec des masques, sans le savoir au départ. Il y en a qui sont ils étaient là, ils ont fait le job. Il y en a quelques-uns, même un certain nombre, qui sont décédés. Voilà, et finalement, la reconnaissance de l'État pour le secteur était quelque part un peu décevante, mais voilà, c'est aussi à nous, et c'est notre responsabilité en tant qu'organisation patronale de porter à la voix de cette profession. Alors, et de renforcer les liens avec l'État. Il faut une union. Est-ce que vous pensez que cette union, sincèrement, au niveau des organisations patronales, sera réalisée
suffisamment tôt pour que vous puissiez avancer dans le bon chemin pour les Jeux Olympiques 2024? C'est ma dernière question. Je crois qu'on avance déjà. On a noué beaucoup de dialogues, que ce soit avec le GPMSE côté technologie, que ce soit avec d'autres associations comme la N2V, la NITEC qui défendent aussi les technologies, avec le CESA, avec les associations qui s'occupent des agents de recherche privés. Voilà, on essaye de beaucoup se parler pour essayer d'avoir des positions communes et d'essayer d'avancer ensemble. C'est un peu nouveau, mais on va essayer de travailler le fond, justement. On peut être des organisations différentes, c'est pas grave. Essayons de travailler tous ensemble pour pousser avoir un même message. On est d'accord. Ça, c'est important. Merci, Luc Guillemin. Merci, Alexandre. Merci à toute l'équipe Agora, Agnus Sécurité, une vraie Dream Team pour cette émission et puis toutes les autres. On se retrouve très, très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.